Je croyais savoir à quoi ressemblait la peur, jusqu'au jour où je l'ai rencontré. Chaque nuit, il s'assurait que je me souvienne de qui avait le contrôle. Mais voilà ce qu'il ignorait, je préparais quelque chose. Et le jour où j'ai disparu, c'est là que son véritable cauchemar a commencé. Voici mon histoire de survie et de vengeance. Avant de plonger dans ce récit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche, car des histoires comme celle-ci doivent être entendues. Partage-la avec quelqu'un qui doit savoir qu'il n'est pas seul. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Je m'appelle Angèle et j'ai 28 ans. Il y a 3 ans, je travaillais en double service au Murphy's Diner, dans la partie est de la ville, économisant chaque centime pour peut-être reprendre mes études à jour. C'est là que je l'ai rencontré. Appelons-le Tony, même si ce n'était pas son vrai nom. Rien chez lui n'était réel, comme je l'ai découvert plus tard. Tony est entré dans ce restaurant un mardi soir pluvieux, portant un costume qui valait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Il avait ce sourire capable d'illuminer une pièce et cette façon de te donner l'impression que tu étais la seule personne au monde quand il te regardait. Depuis 2 ans, je servais café et tarte aux camionneurs et aux travailleurs de nuit, et jamais personne ne m'avait regardé comme lui. Il a commencé à venir tous les mardis. Toujours la même commande, café noir et tarte aux pommes. Toujours un pourboire de $20 sur une addition de 6. Toujours une question sur ma journée, comme s'il se souciait vraiment de la réponse. Après 3 semaines, il m'a enfin invité à sortir. Il a dit qu'il avait dû rassembler son courage, parce qu'il ne voulait pas me mettre mal à l'aise au travail. Ça sonnait attentionné, mais ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Les prédateurs sont toujours attentionnés au début. Notre premier rendez-vous fut parfait. Restaurant chic, fleurs, il m'ouvrait les portes. Il posait des questions sur mes rêves, ma famille, mon passé. Je croyais qu'il voulait apprendre à me connaître. En réalité, il récoltait des informations, découvrait mes vulnérabilités, repérait ceux qui m'étaient proches pour pouvoir m'en isoler plus tard. Pendant les 6 premiers mois, Tony représentait tout ce que je croyais désirer chez un homme. Il me couvrait de cadeaux que je n'aurais jamais pu m'offrir. M'emmenait dans des endroits que je n'avais vus qu'au cinéma. Me faisait sentir spécial, choisi, aimé. Quand il m'a demandé d'emménager avec lui, j'ai cru que c'était parce que notre relation devenait sérieuse. En réalité, il était prêt à commencer le vrai travail, me briser. L'appartement était magnifique, bien au-dessus de mes moyens. Il m'a dit que je n'avais plus besoin de travailler, qu'il gagnait assez pour nous deux, qu'il voulait prendre soin de moi. À l'époque, ça sonnait romantique. En réalité, il voulait que je dépende de lui financièrement. Pas de travail signifiait pas d'argent. Pas d'argent signifiait pas d'échappatoire. La première fois qu'il a élevé la voix, j'avais brûlé le dîner. J'essayais de cuisiner quelque chose de sophistiqué pour l'impressionner, mais j'avais été distraite par un appel de ma sœur. L'alarme incendie s'est déclenchée et, quand Tony est rentré dans une cuisine pleine de fumée et un repas raté, il a explosé. Il ne m'a pas frappé ce soir-là, mais ses cris m'ont fait trembler pendant des heures. Plus tard, il s'est excusé, m'a offert des fleurs, a dit que le travail l'avait stressé et qu'il avait déversé sa colère injustement sur moi. Un schéma classique, que je ne voyais pas encore. Les cris sont devenus plus fréquents. Toujours pour des broutilles, de la vaisselle dans l'évier, l'oubli d'acheter sa marque de café préférée, un appel téléphonique trop long avec une amie. Peu à peu, je me suis surprise à marcher sur des œufs, essayant d'anticiper ce qui pouvait le mettre en colère. J'ai arrêté d'appeler mes amis, car ils s'agaçaient du son de ma voix dans l'autre pièce. J'ai cessé de proposer des visites à ma famille, car ils trouvaient toujours une excuse pour refuser. La première fois qu'il m'a frappé, c'était parce que j'avais demandé pourquoi il rentrait si tard du travail. Je n'accusais de rien. Je m'inquiétais pour lui. Mais Tony y a vu un manque de respect, un signe de défiance. La gifle est arrivée si vite que je ne l'ai pas vu venir. Le choc fut pire que la douleur. Aussitôt, il s'est excusé, en larmes, jurant qu'il ne comprenait pas ce qui lui avait pris, que ça ne se reproduirait jamais. Mais cela s'est reproduit, encore et encore. Chaque fois un peu plus violent, chaque fois suivi de fleurs, d'excuses et de promesses. J'ai commencé à inventer des excuses pour moi-même et pour ceux qui posaient des questions sur mes bleus.
Je disais être tombée dans l'escalier, m'être cognée contre une porte, être maladroite. Les mensonges étaient plus faciles que la vérité, parce que la vérité signifiait admettre que l'homme que j'aimais me détruisait méthodiquement. La routine nocturne est devenue prévisible dans son imprévisibilité. Certains soirs, il rentrait de bonne humeur et nous dînions comme un couple normal. D'autres soirs, dès que j'entendais sa clé dans la serrure, mon corps se figeait. À sa démarche, je savais déjà que ce serait une mauvaise nuit. J'avais appris à lire son humeur au son de ses pas, à la manière dont il fermait la porte, au fait qu'il me parlait en entrant ou qu'il allait directement se servir un verre. Le pire passage à tabac eut lieu à dimanche matin. J'avais préparé des pancakes, mais un peu brûlés sur les bords. Un détail insignifiant, mais Tony avait bu la veille et s'était réveillé dans une de ses humeurs. Il a jeté l'assiette contre le mur. Quand je me suis penché pour nettoyer, il m'a donné un coup de pied dans les côtes si fort que je n'arrivais plus à respirer. Puis il m'a écrasé la main alors que j'étais au sol. J'ai entendu mes os se briser. Aux urgences, j'ai dit que j'étais tombé dans l'escalier. Le docteur Martinez, m'a regardé avec des yeux emplis de compréhension silencieuse. Elle avait déjà vu ça auparavant. Elle avait soigné mes côtes cassées et ma main fracturée. Et tandis qu'elle bandait mes blessures, elle me glissa un petit bout de papier. Dessus, il y avait le numéro de la ligne d'urgence contre la violence domestique. Elle ne dit rien, se contenta de serrer mon épaule et de me dire de prendre soin de moi. Ce soir-là, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain. Mon visage n'était qu'un amas d'échymoses. Mes côtes me faisaient si mal que je respirais à peine. Ma main était dans un plâtre, et j'ai compris que j'avais deux choix, rester et finir par mourir sous ses coups, ou trouver un moyen de disparaître. C'est à ce moment précis que tout a changé. C'est là que j'ai cessé d'être une victime et que je suis devenue une survivante. Je savais que je ne pouvais pas simplement faire une valise et partir. Tony me retrouverait. Il m'avait bien fait comprendre que je lui appartenais et qu'il n'existait aucun endroit où il ne pourrait me suivre. Je devais donc être plus intelligente que lui. Je devais planifier comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. J'ai commencé petit. Quand Tony était au travail, j'allais à la bibliothèque municipale et j'utilisais leurs ordinateurs pour me renseigner sur les ressources d'aide aux victimes de violences domestiques. J'ai appris l'existence de refuges, les protections juridiques possibles, les moyens de partir en sécurité. J'ai découvert que le moment le plus dangereux pour une victime est justement celui où elle quitte son agresseur. C'est à ce moment que surviennent la plupart des meurtres liés à la violence conjugale. Je devais donc être prudente. J'ai acheté un téléphone jetable que j'ai caché dans une boîte de tampons, un endroit où Tony ne regarderait jamais. J'ai commencé à économiser de l'argent, quelques dollars par-ci par-là, en gonflant le prix des courses et en gardant la différence. J'ai ouvert un compte bancaire dans une autre banque en utilisant mon nom de jeune fille, prétextant vouloir y revenir après un divorce qui n'avait jamais eu lieu. La chose la plus importante que j'ai faite fut de reprendre contact avec Carmen, une amie de lycée. Carmen avait échappé à un mariage violent quelques années plus tôt, elle comprenait donc parfaitement ce que je traversais. Elle est devenue ma bouée de sauvetage, mon système de soutien, mon plan d'évasion. Elle m'a aidé à penser à chaque détail, comment disparaître sans laisser de traces qu'il pourrait suivre. Pendant 3 mois, j'ai joué le rôle de la petite amie parfaite. Je ne me rebellais plus, je ne posais plus de questions, je ne donnais plus aucun signe qui aurait pu éveiller ses soupçons. Je cuisinais ses plats préférés, gardais la maison impeccable, souriais quand il rentrait, même les mauvais jours. Je lui donnais l'impression d'avoir gagné, de m'avoir complètement brisé. Sa vigilance est tombée, persuadé qu'il contrôlait tout. Durant ce temps, je documentais tout. Je prenais des photos de chaque bleu, de chaque coup, de chaque marque laissée sur mon corps. J'enregistrais nos conversations, lorsqu'il me menaçait ou lorsqu'il se vantait qu'on ne me croirait jamais si j'essayais de partir. Je tenais un journal détaillé de chaque incident, chaque menace, chaque fois qu'il m'isolait de mes proches. Je bâtissais un dossier contre lui. L'occasion s'est présentée lorsqu'il m'a annoncé un voyage d'affaires à Chicago, 3 jours loin de la maison. C'était parfait, j'aurais le temps de mettre mon plan à exécution et d'être loin avant qu'il ne comprenne. Mais il ne fallait pas qu'il soupçonne quoi que ce soit. La veille de son départ, je lui ai préparé son dîner préféré,
un steak avec de la purée. J'ai porté la robe qu'il aimait. J'ai joué la petite amie dévouée qu'il pensait avoir. Quand il m'a embrassé pour me dire au revoir le lendemain matin, je l'ai embrassé aussi et je lui ai dit que je l'aimais. C'était le dernier mensonge que je lui dirais. Et honnêtement, ça m'a fait du bien de le savoir. Dès que sa voiture a quitté l'allée, je suis passé à l'action. J'avais tellement répété ce scénario dans ma tête que je pouvais l'exécuter les yeux fermés. J'ai d'abord appelé Carmen pour lui dire que c'était le moment. Elle m'attendait déjà, à 3 états de là, avec un toit pour m'abriter le temps que je me reconstruise. Je n'ai emporté que l'essentiel, mes papiers, le téléphone jetable, l'argent que j'avais économisé, quelques vêtements de rechange. J'ai laissé la plupart de mes affaires, pour donner l'impression que j'avais prévu de revenir. J'ai pris des photos de l'appartement montrant les dégâts de ses colères, trous dans les murs, meubles cassés, objets détruits, autant de preuves de sa violence. Puis j'ai récupéré ma cachette avec toute la documentation, photos, enregistrements, notes de mon journal. J'ai fait des copies et les ai envoyées à Carmen, à ma sœur, et à un avocat spécialisé dans les affaires de violence conjugale. Si jamais il m'arrivait quelque chose, il y aurait une trace. La partie la plus difficile fut d'écrire la lettre. Je voulais qu'il comprenne que mon départ était volontaire, mais aussi y semer une graine de peur. Alors j'ai écrit « Tony, je sais ce que tu as fait l'été dernier. Je sais pour Chicago. Je sais pour les autres. Je suis désormais en sécurité. Et j'ai des garanties. Ne cherche pas à me retrouver. » La beauté de cette lettre, c'est qu'elle restait totalement vague. Il se consumerait lui-même à essayer de deviner ce que je savais et de quoi je parlais. J'ai changé d'apparence dans un salon de l'autre côté de la ville. J'ai coupé mes cheveux, je les ai teints du noir à l'auburn, j'ai pris des lentilles de contact pour changer la couleur de mes yeux. J'ai acheté des vêtements d'un style complètement différent. Je ressemblais à une autre femme, exactement ce qu'il me fallait. J'ai payé mon billet de train en liquide, choisissant un itinéraire qui traversait plusieurs États avec de nombreux arrêts. Si Tony essayait de retracer mon parcours, il se retrouverait avec une dizaine de pistes différentes. Carmen m'attendait à ma destination finale avec une voiture et une nouvelle identité qu'elle m'avait aidé à créer. Quand Tony est rentré de son voyage d'affaires et qu'il a trouvé l'appartement vide et cette lettre, je n'ose qu'imaginer la panique qui l'a saisi. Mais voici ce qu'il ne savait pas. J'avais tout minuté parfaitement. Pendant qu'il découvrait que j'étais parti, la police recevait un signalement anonyme accompagné de toutes mes preuves, des photos de mes blessures, des enregistrements de ses menaces, des témoignages de voisins qui avaient entendu la violence à travers les murs. Son premier réflexe fut sans doute d'appeler la police pour me signaler disparu, se présentant comme le petit ami inquiet. Mais quand les agents se sont présentés à sa porte, ce n'était pas pour l'aider à me retrouver. C'était pour l'arrêter pour violence conjugale, coups et blessures, et menaces terroristes. Toutes des charges qui pouvaient être prouvées grâce aux éléments que j'avais soigneusement rassemblés pendant 3 mois. Les enregistrements étaient particulièrement accablants. Dans l'un, ivre, il se vantait de pouvoir me tuer et faire passer ça pour un accident. Dans un autre, il menaçait de s'en prendre à ma famille si jamais je le quittais. Ce n'étaient pas des choses qu'un jury pouvait prendre à la légère, et Tony le savait. Sa vie parfaite commença immédiatement à s'effondrer. Son employeur apprit son arrestation et le suspendit en attendant l'enquête. La nouvelle se répandit dans son cercle social. Le masque qu'il portait en public glissa. Quand les gens comprirent enfin quel genre d'homme il était, sa famille, qui avait toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour leur fils, réalisa soudain pourquoi j'avais toujours paru si silencieuse et nerveuse en leur présence. La procédure judiciaire dura des mois, mais je témoignais par visioconférence depuis mon lieu sûr. Le voir dans cette salle d'audience, menottes au poignet, paraissant plus petit et plus faible que je ne l'avais jamais vu, ce fut le moment où je compris qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Je n'avais plus peur. J'étais libre. Le juge le condamna à 3 ans de prison et 5 ans de probation. Mais le plus important, c'est que d'autres femmes commencèrent à se manifester. Il s'avéra que je n'étais pas sa première victime. Il y en avait eu d'autres avant moi, et il y en aurait peut-être eu d'autres après moi si je ne l'avais pas arrêté. Ma décision de me battre avait protégé des femmes que je ne rencontrerais jamais. Pendant que Tony s'habituait à sa nouvelle vie derrière les barreaux,
Je construisais une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Carmen m'aida à trouver un travail dans une organisation de soutien aux victimes, où je pouvais utiliser mon expérience pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. J'entamais une thérapie pour traiter le traumatisme et, petit à petit, je recommençais à faire confiance aux gens. Ce n'était pas facile. La guérison ne l'est jamais. Mais pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions selon ce que je voulais, et non selon ce que quelqu'un exigeait de moi. J'ai rencontré quelqu'un un an plus tard. Appelons-le Michael. Il était patient, bienveillant, et quand je lui ai parlé de mon passé, il n'a pas essayé de me réparer, ni de me sauver. Il a simplement accepté que j'étais une survivante et m'a laissé fixer le rythme de notre relation. Nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant, et il m'a montré ce qu'est vraiment l'amour. Ce n'est pas la jalousie, le contrôle ou la possession. C'est le respect, le soutien et la confiance. Le plus ironique, c'est que Tony essaie encore de me contacter, même depuis la prison. Il envoie des lettres par des intermédiaires, publie sur les réseaux sociaux en espérant que je voie, tente d'utiliser des connaissances communes pour faire passer des messages. Il n'arrive pas à accepter que je sois parti, que j'ai gagné, que je l'ai déjoué. Mais voici ce qu'il ne comprendra jamais, je ne me cache plus de lui. Je vis simplement ma vie sans lui, et il n'y peut rien. L'ordonnance restrictive que j'ai contre lui est permanente. Il lui est interdit de me contacter, directement ou indirectement, pour le reste de sa vie. S'il la viole, il retourne en prison. Alors qu'il passe ses journées à m'obséder, moi je ne perds pas une seule seconde à penser à lui sauf quand je partage mon histoire pour aider quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, je croyais que mon histoire se terminerait par ma mort. Je croyais que j'étais piégé pour toujours, sans issue. Mais j'ai appris qu'il y a toujours une sortie si l'on est prêt à être patient, intelligent et courageux. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me sauve. Je me suis sauvé moi-même. Si vous êtes dans une situation comme celle que j'ai vécue, sachez que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. La personne qui vous fait du mal veut vous faire croire que vous êtes impuissant, mais ce n'est pas vrai. Vous avez des options. Vous avez des ressources. Vous avez des personnes prêtes à vous aider si vous le demandez. Partir est effrayant et dangereux, mais rester peut être pire. Votre histoire n'a pas à se terminer dans la peur. Elle peut se terminer dans la liberté. J'en suis la preuve vivante.